ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Sécurité d'abord, comme la chanson nous dit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un plaisir et un honneur de recevoir une fois de plus un aîné, Jacques Matanda Mamboyo, le jeune turc, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de l'opposition, proche de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Il revient encore une fois de plus. On va parler de plusieurs perspectives de développement, dont le développement dans la cuvette du Kasaï. On va aussi parler de la conférence du gouverneur du vent, la cuvette du Kasaï et du Grand Bandundu, la nouvelle conférence des gouverneurs qui est à l'état Pena du Kwilu dans les Grands Bandundu. Et puis, on aura aussi l'occasion, n'est-ce pas, de rentrer sur la mémoire, car ça fait totalement 49 ans jour pour jour depuis que le père feu Xavier Matanda Mantemo nous a quittés avec ses 12 compagnons d'infortune. Ça vaut la peine d'être, en tout cas, de souvenir, hein. C'est une mémoire qui vaut la peine parce que on nous a arraché à la vie de manière la plus sauvage que possible. Moi, j'aime bien quand il recadre un peu, il considère la classe politique à l'époque qu'il a considéré de dictature, de kleptomanie, sanguinaire, criminogène. Ce sont les termes qu'il aime bien utiliser. Jacques Matanda Mamboyo, bonjour. Bonjour. Alors, une fois de plus, bienvenue à notre plateforme. L'échange d'aujourd'hui. Il y a une conférence de gouverneurs en vue dans les Grands Bandundu. Vous, en tant qu'originaire de là, qu'est-ce que ça fait? C'est une circonstance que nous pouvons qualifier de tout à fait extraordinaire, que dans la province du Kwilu, l'ex-province du Bandundu, subdivisée, donc la province du Kwilu, que la 13e session des gouverneurs de province avec le pouvoir exécutif national puisse avoir l'occasion de se réunir. C'est une opportunité extraordinaire pour notre province du Kwilu et que nous en profitons pour faire parvenir les messages que nous avons. Et nous avons plus spécialement fait le choix d'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que nous appelons un appel pressant et pathétique, que nos collaborateurs vont devoir faire parvenir dans la ville de Bandundu, qui est le chef-lieu de l'actuelle province du Kwilu. En tout cas, c'est un appel, peut-être comme vous dites, dans l'actuelle province de Kwilu. Que vous dites-vous un peu du fait que le chef de l'État a la méthodologie d'aller de province à province pour, n'est-ce pas, sceller, je ne sais pas, l'unité nationale? Est-ce que c'est en train de marcher ou pas l'effet d'avoir chaque fois une conférence de gouverneurs et surtout un conseil des ministres pour ramener les ministres très proches de leurs administrés? Comment vous trouvez cette politique-là? Je pense que c'est une excellente chose, c'est une excellente approche dans la prise de connaissance de la situation du terrain, surtout les aspects comme ceux ayant trait au vécu économique, au vécu social, au vécu sanitaire des populations. C'est très important que le pouvoir central se rende sur les lieux, puisse recueillir les données de la question sur place et pouvoir s'organiser pour conduire les choses, la marche de la gestion de l'entité provinciale vers un mieux. C'est une excellente chose. Et c'est comme ça que je vous dis que nous adressons d'emblée au chef de l'État, avec copie au Premier ministre, avec copie à un certain nombre de ministres impliqués
dans la situation qui prévaut spécialement dans notre dans notre entreprise. Nous avons été l'une des plus grandes entreprises de la province, avec des entreprises comme les PLZ, les plantations levères au Zaïre à l'époque, plantations levères au Congo. Nous avions à l'époque employé près de 12 426 travailleurs, 12 426 travailleurs indépendants, travailleurs contractuels. Nous entretenions plus de 7000 kilomètres de routes de dessert agricole. Et nous avons même financé par nous-mêmes parce que, en fait, pour assurer la collecte des fruits de palme, pour assurer notre production, nous avions grand intérêt à réparer les routes, nous avions grand intérêt à réparer les ponts, à réparer les bacs. Donc, même si le gouvernement ne payait pas, nous avions intérêt à le faire parce que ça nous maintenait en contact avec les travailleurs indépendants que sont les coupeurs de fruits de palme. Ça nous en tenait, en contact suivi avec les cantonniers, ceux qui s'occupent de l'entretien des routes. Oui. Donc, que le gouvernement central vienne à la province pour prendre la température de toutes ces questions est une excellente chose. Et tout à l'heure, je vous parlerai du cas spécifique de nos entreprises. Ok, alors d'abord, avant qu'on ait une recommandation, vos entreprises, qu'attendent-elles du gouvernement central? Parce qu'on ne veut pas généraliser la question. En particulier, vos entreprises, qu'attendent-elles du gouvernement central de Kinshasa? Nos entreprises ont connu une situation extrêmement grave que, en fait, nous essayons de mettre en parallèle avec les orientations majeures que le chef de l'État est en train d'apporter à la marche de la vie économique, de la vie sanitaire, de la vie sociale de la population. Nos entreprises, comme le président a souvent parlé de la justice malade, nos entreprises ont été victimes de ce qu'on a appelé la justice malade. Nous avons connu une violation de la Constitution par ce qu'on a appelé à l'époque la mafia politico-financière, donc des politiciens congolais, des membres du gouvernement et autres, qui tiraient profit justement de leur positionnement pour essayer de manipuler, d'instrumentaliser la justice. Et dans cette opération d'instrumentalisation de la justice, nous avons même dit de la criminalisation de la justice, nous avons connu 38 ans, je dis bien 38 ans, de prononcer d'un faux jugement où on a voulu nous faire en fait un chantage et les entreprises sont restées sous séquestre, sous saisie judiciaire avec arrêt d'activité pendant 38 ans. J'ai dit 38 ans. 38 ans. Oui. Donc, en fait, toute notre ère d'exploitation est rentrée à une époque presque précoloniale. Plus de ponts, les ponts sont abîmés, plus de bacs, les bacs ne fonctionnent pas, ils ont été noyés, plus de routes, les routes sont totalement abîmées. Donc, les populations sont coupées, en fait, de la vie nationale. Pendant 38 ans, à cause d'un jugement, comme on dit en droit dolosif, c'est-à-dire que un juge qui a voulu nous faire un chantage, manipulé par des hommes politiques, des membres de gouvernement, et nous avons refusé ce chantage, et voilà, ça a provoqué un arrêt d'activité pendant 38 ans, et nous comptons des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Parce que vous voyez, 12 426 travailleurs, avec les membres de famille, donc vous êtes à plus de 100 000, vous êtes à plus de 100 000 populations qui se sont trouvées, au chômage, qui se sont trouvées coupées de revenus, des revenus salariaux, qui se sont trouvées coupées des soins médicaux,
qui se sont en fait coupés de tous les avantages prévus par les lois sociaux qui sont censées, comment dire, accompagner les entreprises, accompagner la production. Nous avons repris cette entreprise, je ne veux pas vous raconter l'histoire, c'est une entreprise qui à l'époque avait appartenu à notre très bien-aimé père, papa, de très heureuse mémoire, et qui avait été accusé d'avoir concouru au financement d'une tentative de coup d'État. En fait, des gens, des politiciens congolais, de la mafia politico-financière congolaise qui avaient voulu s'approprier ces biens, ont essayé de faire entendre au niveau de l'État congolais qu'il avait fait cela. Et comme les lois au Congo indiquaient que si vous êtes condamné à mort dans le cadre d'une tentative de coup d'État, tous vos biens sont confisqués. Donc, ils ont manipulé, comment dire, les services de sécurité, ils ont manipulé tout le monde. Et au bout de parcours, mon père, qui à l'époque était député, qui normalement aurait dû comparaître devant la Cour suprême de justice, s'est vu comparaître par une juridiction qui s'inscrivait dans la logique, comment dire, de la transgression, de la mise en échec du prescrit de la Constitution. Il s'est fait condamner à mort par une justice autre que celle qui était en droit donc de le comment dire, de le juger. De juger, oui, normalement. Et il a été condamné à mort et tous les biens ont été confisqués. Et le monsieur qui avait pris sur lui d'aller raconter au président de la République que mon père était financé une tentative de coup d'État, il s'est fait nommer ministre pour se faire récompenser, ministre de l'Agriculture. De qui s'agit-il là? En étant ministre de l'Agriculture, il a manipulé le chef du gouvernement pour qu'on mette nos entreprises sous sa tutelle, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et puis après, il s'est organisé pour s'approprier les entreprises. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons en exil en Europe. J'ai rencontré Franco Luambo Makiadi. Je lui ai raconté, comment dire, le scénario. Et Franco Luambo Makiadi me dit, non, Jacques, cette histoire est très grave. Franco Luambo Makiadi a dit qu'il allait rentrer à Kin pour une semaine, pour aller rencontrer le président Mobutu à l'époque et lui parler de cette affaire-là. Et Franco Luambo Makiadi est parti à Kinshasa. En fait, moi, je lui racontais l'histoire pour information. Mais il me dit, mais ce que tu me dis est très grave, ça s'est passé comme ça? J'ai dit, ça s'est passé comme ça. Il dit, en tout cas, Jacques, pour toi, je vais voyager, je vais aller à Kin, je vais rencontrer le maréchal Mobutu, je vais lui raconter cette histoire, je reviens dans une semaine et je te dirai quoi. Et Franco a voyagé pour Kinshasa. Il a rencontré le président Mobutu, il a causé avec lui et il revient une semaine après. Il me dit, Jacques Oebi, le président avant digné, Azoyo Kangati, alobi, ok, Nazoya na Bruxelles, Nazoya na Bruxelles dans un mois, le mois prochain. En tout cas, Yaka na moi na ipanangai na yokae. Et quand Mobutu est venu, Franco m'a amené chez lui, dans sa résidence de Uccle. Et je lui ai raconté l'histoire, je lui ai raconté tout ce que je savais, tout ce que j'avais raconté à Franco. Et il me dit, si c'est comme ça, alors, Ikambango est sérieux. Il me dit, mais de toute façon, moi je suis président, c'est pas moi qui tranche. Il faudrait que tu acceptes de rentrer à Kin, aller aborder la question avec le premier ministre, le premier commissaire d'État, Kengo Adondo, et c'est lui qui va régler toute l'affaire. Donc, c'est comme ça que j'ai dû arrêter mon exil à Bruxelles, rentrer à Kinshasa. J'ai été reçu par le premier commissaire d'État, Kengo Adondo, et Kengo me dira ceci. Kengo me dit, les biens ont été saisis dans le cadre d'un procès, d'un jugement. Donc, c'est une décision qui a été prise par la justice.
Nous, on dirige le gouvernement. Le président, il est magistrat suprême, mais ce n'est pas lui qui dirige le gouvernement. Il faudrait que vous puissiez demander plutôt qu'on vous donne, qu'on vous attribue des biens de l'État, des biens qui ont été confisqués, qui sont devenus des biens de l'État. On ne peut pas vous remettre les biens de votre papa parce que c'était un procès. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été condamnés et c'est des cas qu'on va régler maintenant par rapport au gouvernement. Alors, il a regardé, il dit, voilà, il y a une disposition, il y a une loi qui dit que le président peut vous faire, peut vous attribuer un bien de l'État, mais pour ça, il faudrait l'avis favorable du gouvernement. Donc, moi, je vais exposer, en fait, là, on a eu un long entretien, là, je suis en train de résumer. Il dit, moi, je vais exposer notre entretien au gouvernement. Si le gouvernement donne son avis favorable, nous pourrons apporter cet avis favorable au président de la République et on pourra vous attribuer des biens de l'État qui, à l'époque, furent des biens de votre papa. Et c'est comme ça que, quelques mois après, le président Mobutu a dû signer l'ordonnance, nous attribuons des biens de l'État qui, à l'époque, étaient des biens qui appartenaient à notre père. Donc, quand on a repris le bien, le fameux ministre de l'Agriculture, à ce moment-là, était devenu, comment dire, ambassadeur au Japon, est venu me voir pour me dire, pour me faire des menaces, pour dire, voilà. Là, vous parlez de Kamitatu. Là, vous parlez de Kamitatu Massamba, non? Je ne voulais pas citer des noms. Oui, mais Kamitatu était au Japon. Hein. Oui. Je ne voulais pas citer de nom, mais pour que je voulais citer, c'était Kamitatu, qui justement avait parlé à Mobutu, qui avait fait la délation pour dire que ces gens-là voulaient faire un coup d'État, voilà ceci, voilà cela. Et que Mobutu a levé l'option de tuer des gens. En fait, pour lui, le vrai problème, comme notre père avait acquis cette grande entreprise de production dans le territoire que lui pensait contrôler la situation du point de vue politique, pour lui, il pensait, il m'a même dit, Jacques, pour conduire ces entreprises-là, vous devez associer les deux noms, le nom de Matanda et le nom de Kamitatu. Si vous prenez ces biens-là pour vous, je vais vous combattre, vous n'allez pas réussir. Moi, je lui ai dit, mais c'est le président Mobutu qui a signé l'ordonnance. Vous êtes ami avec lui, il faut lui parler. S'il change, il met votre nom. Moi, je ne vais pas m'opposer. Et quand je lui ai dit ça, il s'est énervé, il s'est comme... Enfin, bref, toujours est-il que là, il venait de perdre son poste au ministère de l'Agriculture. Nommé ambassadeur, oui, au Japon. Nommé ambassadeur au Japon. Et au Japon, là où il avait vendu l'immeuble de l'ambassade pour le Jean Laweri. C'est pourquoi je me rappelle cet épisode-là. Il avait vendu l'immeuble, le patrimoine de l'État pour aller mettre l'ambassade de Laweri. Ça, on n'oublie pas. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et plus tard, il se met avec des membres de la famille paternelle pour faire comprendre que les biens n'appartenaient pas à nous parce que notre maman, en fait, elle est de l'Équateur, province orientale. C'est votre bien, vous devez aller en justice. Ils sont allés en justice et nous, on leur a fait comprendre que ces biens, du point de vue de la loi, ce n'est pas des biens de Matanda qui ont été restitués, c'est des biens de l'État qui nous ont été attribués sur la base du processus que nous avions mis en œuvre. Et ils ont demandé au juge que le juge puisse saisir les biens, que j'allais avoir peur et que j'allais accepter de négocier et intégrer Kamitatu dans l'entreprise. Et on a mis les biens sous séquestre. Le gouverneur de la province du Bandundu, Managa, Ito Kampolo, à l'époque, m'a dit non, il faut trouver un arrangement amiable avec eux, il faut les associer, comme ça on va élever les séquestres. J'ai dit non. En tout cas, je ne marche pas par le chantage, je ne les intègre pas, les choses se sont passées comme ceci, se sont passées comme ça. Et les biens mis sous séquestre sur base d'un chantage, on pensait que j'allais devoir succomber, sont restés sous séquestre pendant 38 ans.
Et là, il y a bientôt 6 mois que la cour d'appel de Bandundu a tranché l'affaire sur base des éclairages apportés par la Cour suprême de justice et on a levé les séquestres pendant 38 ans. 38 Donc, ans. il y a des destructions à ne pas compter. Je dis, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts dans les familles de nos travailleurs, comment dire, contractuels, dans les familles de travailleurs, comment dire, de travailleurs indépendants. J'ai dit, c'est des problèmes très graves. Ils ont été, comment dire, privés des soins médicaux. Ils ont été privés pendant près de 450 mois de manque de salaire parce que le juge qui avait mis les biens sous séquestre pensait que j'allais paniquer et que j'allais laisser, que ça n'allait pas durer. J'ai dit, je ne panique pas. Vous avez mis les biens sous séquestre, que la justice poursuive son œuvre jusqu'au bout et on va voir. Et la justice a poursuivi son œuvre jusqu'au bout. Et comme le président parle de la justice malade, tous ces éléments de maladie de la justice s'y sont mis et ça a duré 38 ans. 38 Donc, ans. nous avions 5 usines de production d'huile de palme. 2 usines ont été volées. Donc, des gens sont partis là-bas, ont démonté les usines. Démonté les usines, ils ont amené. Les autres usines sont entrées, comment dire, il y a eu de la forêt qui a germé. Je vous dis des situations impossibles. Et comme le prononcé du jugement de la Cour d'appel indique que le juge qui avait prononcé le jugement avait failli à la loi, donc c'est un jugement, ce sont des préjudices que nous subissons par la faute de la justice, par la faute de l'État congolais. En fait, nous avions déjà entrepris des démarches aux États-Unis par rapport à l'organisation humanitaire Human Rights Watch. J'ai un ami tchadien qui travaille là-bas. Il m'a présenté, ils ont initié. Donc, nous devions initier une action en justice contre l'État congolais par rapport à ça. À l'international. Tshisekedi étant aussi sensible internationalement comme diplomate, il a compris, il a poussé la machine. Et en fait, au moment où nous initions, comment dire, l'action, c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire rwandais, qui était président de la République. Donc pour nous, on était très à l'aise d'initier, comment dire, l'action en justice de cette manière-là, et l'État congolais infiltré par, comment dire, par les réseaux rwandais allait se retrouver face, comment dire, à cela. Alors aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut poursuivre l'action en justice avec l'organisation, comment dire, humanitaire Human Rights Watch, au moment où le pays est embarqué dans la négociation du partenariat minier, ou bien essayer de présenter la situation au chef de l'État, au gouvernement, aux autorités du pays, pour que nous puissions trouver, comment dire, une formule pour nous permettre de démarrer sans pouvoir aller, comment dire, bousculer la justice américaine, parce que je veux vous dire qu'il y a des amis, des gens que je connais, qui, à l'époque de Kanambe, ont préféré saisir la justice américaine, qui ont touché plusieurs centaines, plus de 500 millions de dollars de dommages-intérêts pour des genres de situations comme ça. Alors, nous, on s'est dit, non, nous préférons présenter le problème, comment dire, à la 13e session de gouverneurs avec le Conseil des ministres et voir un peu comment le gouvernement va orienter les choses de manière à ce que nous puissions concourir à mettre en œuvre une action, comment dire, au niveau de nos entreprises de production huilière pour relancer les entreprises. C'est pour relancer, si je vous comprends bien, vous voulez que l'État puisse vous récompenser parce que l'État, quel que soit Kabila, Tshisekedi, l'État reste l'État. L'État puisse vous dédommager pour financer la relance des activités.
C'est-à-dire que nous avons un préjudice, Hmm. la Cour suprême s'est prononcée et s'en est remis à la Cour d'appel pour régler la question. Et en fait, quand nous avions rencontré il y a quelques années Human Rights Watch, il avait dit qu'à ce stade, nous ne pouvons pas encore intervenir. Nous devons attendre le dernier jugement au niveau du Congo. Hmm. Et ces jugements, nous venons de l'avoir. Alors, faut-il rentrer à Human Rights Watch pour une action en justice auprès de la juridiction américaine, Oui. ou essayer d'abord, maintenant que nous avons pu, comment dire, être en processus pour neutraliser les infiltrés rwandais qui se sont positionnés au niveau de l'armée, au niveau de la justice, au niveau du gouvernement. Donc, c'est comme ça que nous adressons cet appel pathétique et pressant au niveau du chef de l'État pour voir un peu comment, avec le gouvernement, la question pourra être réglée. C'est un peu cela, quoi. L'occasion faisant hilarant, comme tout se passe dans les Kouidours, à quand votre descente là-bas? Vous ne pensez pas que c'est le moment probable, comme fils du coin, de rentrer au terroir? Pour ce qui est de notre retour, je suis obligé de rentrer parce que quand nous avons obtenu l'ordonnance du président Mobutu et que je suis rentré au pays, je suis allé habiter à Masimanimba, le chef-lieu là où c'était le chef-lieu de nos entreprises. Nous avions repris les entreprises qui étaient propriété de l'État, que M. Kamita tout tentait de mettre la main basse dessus. Oui. Et l'entreprise qui à l'époque de mon père tournait avec des productions de l'ordre de 3000 tonnes par mois a chuté à 25 tonnes. 25 tonnes. De 3000 tonnes à 25 tonnes. À 25 tonnes, oui. Des biens qui étaient confisqués, saisis et confisqués par l'État sont tombés de 3000 quand on a confisqué les biens produisaient 3000 tonnes pour les 5 usines. Et quand l'État qui avait confisqué a pris le contrôle de l'affaire, ils ont chuté à 25 tonnes. Ah, eux-mêmes. Oui, à 25 tonnes pour les 5 usines. Donc, quand nous avons repris et que je suis allé m'installer à Masimanimba, nous sommes remontés de 25 tonnes à 165 tonnes. Et la SOFIDE, la Société financière de développement, nous a renforcé des véhicules pour la collecte. Donc, il était prévu que pour le mois qui allait venir, que nous puissions monter, il était prévu que nous puissions monter à 400 tonnes. Parce que il y avait une grosse reprise, il y avait une activité extraordinaire dans le territoire. Nous avions augmenté très fort le prix d'achat des fruits de palme et vraiment les gens étaient impressionnés. Et quand nous avons obtenu le financement de la SOFIDE, c'est à ce moment-là que on est allé corrompre la justice pour qu'on puisse saisir les biens. Donc, le programme de 400 tonnes n'a pas été entamé alors que les véhicules de la SOFIDE, les moyens mis à la disposition de la SOFIDE étaient mis en place. Alors moi, je me suis dit non, je ne veux pas me laisser terroriser par une mafia politico-financière qui se sert d'instrumentaliser, de criminaliser la justice pour faire tuer les gens, pour qu'ils puissent confisquer leurs biens. Alors j'ai refusé. Donc ça a duré pendant 38 ans. Et quelques années après les 38 ans, je pense c'est 10 ans après, il y a quelqu'un d'autre, il y a un ministre du gouvernement, un collaborateur du président, le président Tshisekedi, qui a monté une manipulation, une manipulation à la justice, un ministre, je vous dis, et même plus proche que ministre. Il a monté une manipulation et ils ont obtenu un jugement 10 ans après. Les biens qui sont sous saisie judiciaire, les biens sont sous saisie judiciaire, mais ils ont obtenu un jugement et ils ont cannibalisé les biens, ils ont pris un certain nombre de biens
euh, en manipulant les services des cadastres, en manipulant les choses. Et j'ai dit, c'est toutes des choses que nous portons à la connaissance du chef de l'État pour que l'on puisse trouver le moyen par la voie Mhm, judiciaire mhm, ou la voie extrajudiciaire qu'on puisse trouver un règlement parce que je me trouve vraiment mal placé pour aller aujourd'hui au moment où le gouvernement se trouve engagé dans dans une affaire aussi importante que celle du partenariat minier. mhm, Et nous-mêmes, comme entreprise agricole, nous pensons qu'il y a moyen que nos entreprises à nous, que d'autres entreprises de production agricole, que nous puissions nous mettre ensemble et rejoindre, comment dire, comment dire, la branche des activités minières mhm, pour pouvoir, comme ça s'était fait à l'époque coloniale, offrir nos produits sur le, en partie sur le marché américain à des prix avec une plus-value plus élevée pour permettre, par exemple, à nos coupeurs de fruits de palme de nous vendre des fruits de palme à des prix très élevés. Et nous avons un programme que nous appelons le coupeur de fruits de palme millionnaire. On appelle chez nous, dans le Kwilu, on appelle le coupeur de fruits de palme Mubwisi. mhm. Donc, le prix auquel nous allons acheter le fruit de palme va permettre aux coupeurs moyens, de gagner au moins 1 million de dollars par mois. Mhm, Et je pense que le, mais pour que nous puissions réussir cette entreprise, mhm, il nous faut absolument que nous puissions avoir une jonction avec le réseau américain avec lequel nous sommes en négociation. mhm. Donc, c'est autant de choses qui nous amènent à pouvoir adresser, comment dire, ce, cet appel pathétique et pressant au chef de l'État, au Premier ministre et au gouvernement, surtout aux ministres qui se trouvent impliqués dans l'activité, pour que ça puisse nous faciliter la tâche au niveau des États-Unis, au niveau de la mise en place de ce partenariat qui Oui. devrait alors nous permettre Mhm, mhm, de relancer. Alors, vous mhm, voyez, quand nous nous inscrivons dans cette logique-là, nous nous disons, il vaut mieux essayer de s'inscrire dans la logique qui était celle qui a prévalu à l'époque coloniale, c'est-à-dire la logique qui a prévalu au niveau du bassin de la cuvette de la rivière Kasaï et ses affluents. Donc, les bassins de la rivière Kasaï et ses affluents qui puissent alors permettre de oui. mener une activité de produits agricoles sur tous les affluents de la rivière Kasaï, qu'une partie de cette production soit vendue sur le marché intérieur congolais et qu'une partie de cette production soit évacuée sur le marché américain. Alors, à ce moment-là, vous pouvez espérer réaliser des plus-values, des marges bénéficiaires euh, très importantes qui vont permettre à, comment dire, à la population de, à la population des affluents de la rivière Kasaï. Vous prenez la rivière Kwango, la rivière Kwilu, la rivière, comment dire, Fimi. Alors, quand vous rentrez dans l'ancienne province du Katanga, plutôt l'ancienne province de Kasaï, vous avez Oui. de nombreuses autres Mhm, rivières mhm, que dans chacune de ces cuvettes, vous puissiez entreprendre des entreprises de production de produits, comment dire, agricoles sous forme des entreprises coopératives, mhm. un peu emprunter un peu la méthodologie de travail israélienne, comme on a appelé kibbutz et moshav, que vous puissiez encadrer les populations des milieux ruraux au niveau de ces cuvettes, qui puissent s'organiser en coopérative et vous les accompagner par rapport aux produits. Vous collectez, comment dire, les marchés au niveau des États-Unis, vous faites des campagnes de production
et ces productions sont conditionnées, sont évacuées vers le marché américain, ça permet à ce moment-là que les activités agricoles, les activités paysannes agricoles puissent rapporter davantage, comment dire, aux populations paysannes, aux populations rurales. Donc c'est tout un projet. Pour le moment, nous avons entamé, comment dire, certains rapprochements, notamment avec l'église presbytérienne, l'église américaine presbytérienne, parce que malheureusement, l'enseignement catholique qui a pris le monopole de l'enseignement au Congolais, en fait, on nous a pas beaucoup parlé d'une église comme l'église presbytérienne. L'église presbytérienne, c'est celle qui a joué le rôle le plus important pour que, quand le Congo a été créé en 1980, quand ce qu'on avait appelé à l'époque la résolution Cabot-Lodge avait été mise en œuvre, quand les Américains ont entrepris un flux financier, un gigantesque flux financier au Congo, c'était grâce à l'église presbytérienne qui sont venus au Congo en 1890, qui ont placé leur base à Luebo dans le Kasaï, et en fait, qui ont conduit tout le mécanisme du flux financier américain qui a permis au Congo de connaître le super développement que le Congo a connu de 1904 à 1960. Alors quand les gens, et malheureusement dans nos cours d'histoire on nous a pas appris ça, quand les gens disent le niveau au Congo est comme qui en 1960, quand on a pris l'indépendance, ce n'était pas les Belges, c'était les Américains grâce à la résolution Cabot-Lodge. Et vous allez aller dans l'enseignement congolais, on n'a jamais parlé de la résolution Cabot-Lodge, on n'a jamais parlé du gigantesque flux financier américain. C'est justement ce flux financier américain qui est aujourd'hui en gestation avec la problématique du partenariat minier. Alors nous disons, si on se limite au partenariat minier, l'exploitation minière n'engage pas beaucoup de main-d'œuvre. C'est l'exploitation agricole qui engage beaucoup de main-d'œuvre. Alors, si nous pouvons trouver une formule pour nous baser sur les affluents de la rivière Kasaï, pour ce qui est de la province de l'ancienne province du Kwilu et du Bandundu, j'ai dit nous pouvons vraiment entreprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que nous adressons cet appel pathétique et pressant au chef de l'État pour que l'on puisse, que nous puissions voir un peu au niveau des instances dirigeantes comment faire jonction avec ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui fait que, comme je suis l'initiateur et l'artisan de cela, il me faut assurer un suivi au niveau américain, quitte à ce que quand nous mettons les choses au point, nous revenons au pays, mais dans l'entretemps, les collaborateurs qui sont au pays sont en train d'initier la mise en œuvre de l'opération. Mais je pense que avec les amis de la société civile du Kivu, de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous avions déjà eu des échanges avec eux pour voir comment nous pouvons évoluer vers la mise en place de cette dynamique au niveau de 3 pôles. Il y a le pôle du bassin de la rivière Kasaï et ses affluents qui vont intégrer le bas fleuve Congo avec le bas Congo. Nous avons la zone du moyen Congo, donc le moyen Congo, la partie moyen Congo du fleuve Congo avec la province de l'Équateur et de la province orientale. Et nous avons la zone Lualaba avec la province du Kivu et la province du Katanga. De sorte que nous puissions essayer de nous mettre avec, la société civile là-bas. Oui. Et voir un peu comment, avec ces 3 pôles-là, accompagner, la mise en œuvre du partenariat agricole avec les États-Unis. Et nous disons, un pays comme les États-Unis, il y a près de 20 000 villes. Près de 20 000 villes. Je dis, si nous pouvons localiser les grandes surfaces
les grandes surfaces de distribution dans ces villes-là. Trouver le moyen de conditionner un certain nombre de produits chez nous, comme les Chinois ont fait. Quand le président Nixon a rencontré le président Mao Tse-tung et qu'ils ont convenu du partenariat américain avec la contrepartie chinoise, eh bien, on a commencé très vite par relancer la production agricole chinoise, l'exportation de ces produits vers les États-Unis. C'est ça qui a permis, dans un premier temps, au paysanat chinois de faire ses premiers fonds, de faire ses premières richesses. Et quand le secteur, industriel a accompagné, les gens en Chine avaient déjà des ressources, on avait de l'argent pour accompagner l'essor économique. Et voilà aujourd'hui où la Chine en est. Donc, je dis, le projet du partenariat minier qu'il vient, s'il peut, se joindre à lui la dynamique du partenariat agricole, Oui. agro-industriel et alimentaire, j'ai dit, il y a un marché terrible aux États-Unis. Les pays comme les pays de l'Amérique du Sud sont en train d'en profiter. Les pays asiatiques, tous ces pays asiatiques exportent comme vous ne pouvez pas imaginer. Si nous pouvons, nous aussi, trouver un espace avec ça, et c'est comme ça, nous disons que la conférence des gouverneurs à Bandundu, en essayant de reprendre, comme nous avons dit, le moyen Congo, en essayant de reprendre la zone de Lualaba, le Kasaï et le Bas-Fleuve, j'ai dit, est-ce que nous ne pourrons pas nous retrouver à plus d'un au niveau de la diaspora, au niveau du pays, pour accompagner une démarche comme celle-là. Et je vous dis, ça nous remet à ce qui a été vécu en 1904 et qui a permis l'extraordinaire essor économique du Congo de 1904 à 1960. Et quand le Congo est devenu indépendant en 1960, comme il y avait ce problème, cette dispute avec l'ancienne puissance colonisatrice belge, eh bien, le fonctionnement du rapport Cabot-Lodge a été bloqué. Et pendant 66 ans, ça n'a plus fonctionné et l'exportation des produits agricoles congolais a subi une contre-performance tout à fait extraordinaire. Et voyez maintenant comment nos milieux paysans sont en train de crever dans la misère. Donc j'ai dit, il nous faut soumettre cela au débat, voir un peu comment nous pouvons relancer ça. En tout cas, c'est très intéressant et beaucoup trop de profondeur. Moi, je vous souhaite bonne chance, surtout avec votre rentrée prochaine au pays dès que tout se met en place. Aussi, il faut s'arranger que l'homme au chef de l'État là qui a voulu vous faire un coup, qu'il soit au moins mis en état de nuire pour ne pas avoir un problème particulier avec vous quand vous descendrez à Kinshasa le moment opportun. Maintenant, ça fait 49 ans depuis la disparition de votre père. Aujourd'hui, le 18 mars, je pense que comment avez-vous célébrer cette occasion mémorielle, parce que 49 ans, ça vaut la peine? Vous savez, comme on dit aujourd'hui dans notre pays avec l'infiltration rwandaise, avec le génocide de 20 millions de populations congolaises par ces réseaux génocidaires rwandais qui occupent le pays. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire vraiment, je fonde beaucoup d'espoir sur l'abolition de la constitution de l'infiltration et la mise. Et je suivais dernièrement une vieille déclaration du président Étienne Tshisekedi Mulumba, qui justement disait que le jour où l'UDPS prend le pouvoir au Congo, il faut qu'on reprenne la constitution de la conférence nationale.
C'est un projet de constitution. Il s'agit de l'améliorer. À ce moment-là, nous allons voir comment les gens comme Fayoulou vont venir crier ici dans les médias, dire qu'on ne peut pas, changer de constitution. C'est quelqu'un qui était à la conférence nationale. Et c'est comme ça que j'ai dit, ce sont les gens de la troisième voie qui ont mis en échec la conférence nationale. Et aujourd'hui, ils veulent encore le faire. Donc, je mets en garde M. Fayoulou. Sinon, nous allons devoir prendre en charge la réplique par rapport à lui pour pouvoir crier comme ça à tue-tête dans les médias à Kinshasa contre le changement de la constitution de l'infiltration. Ils ont mis en échec donc pour la vous, il conférence y a une nationale. troisième voie qui est déjà créée et vous avez déjà Fayoulou dedans. Notre contexte actuel. Mais il était de la troisième voie. Ce sont eux qui ont mis en échec la conférence nationale. Il est là maintenant. Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui parler de la conférence nationale? Vous l'entendez pas? Il ne veut même pas un changement de constitution qui prendrait en charge la constitution de la conférence nationale. Ça, ce sont les gens de Kagame, ça. Ça, ce sont des gens de Kagame. Tu vois? Ils sont d'accord avec la constitution de Tutsi et de Nyankore, de Tutsi ougandais et de Nyankore rwandais, de Tutsi rwandais et de Nyankore ougandais, deux tribus qui avaient contrôlé l'infidèle. Mais quand on leur dit que la constitution que nous voulons, c'est la constitution pour pouvoir ramener la souveraineté nationale, la légitimité populaire acquise à la conférence nationale. Je l'ai suivi dernièrement, croyez-moi, je demanderai que nous puissions avoir l'occasion de débattre de la question, parce que c'est quand même, non, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement, cette histoire de la constitution. Il aurait pu dire, voilà, il y a une constitution qui a été élaborée à la conférence nationale, essayons de nous apaisantir sur ça, mais qu'ils disent que pour lui, c'est la constitution de Paul Kagame et de ces gens qui ont tué 20 millions de Congolais et qu'on soit en train de tromper le peuple au Congo en essayant de faire passer n'importe quelle idée. J'ai dit non, en tout cas, nous allons devoir, enfin, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais oui. je tenais quand même à le dire parce que ça commence à me dépasser. Ça commence à me dépasser. Monseigneur Mosengo, qui a présidé la conférence nationale, était président de la Cinco. Et on voit les gens comme Ambongo, président de la Cinco. Donc, Mosengo est venu dribbler le peuple congolais à la conférence nationale. Et ils auraient pu dire, effectivement, comme on parle de la Constitution, eh bien, on va réviser la Constitution, on va, améliorer la Constitution de la conférence nationale. Et le président de la République, fort de l'article 69, va donner des orientations par rapport à ce qui est à faire. Il est investi par l'article 69 d'un certain nombre de prérogatives que Fayoulou n'a pas. Donc j'ai dit, c'est des choses que, en fait, je préférais qu'on mette une prochaine émission, on va parler de la Constitution, mais je suis vraiment scandalisé de voir tout ce qui est en train de se passer. Je suis vraiment scandalisé. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de la production d'aujourd'hui. C'est pour moi une joie et un plaisir de vous avoir si tard comme ça. Je sais que prochainement, on le fera un peu plus tôt. Question aussi de vous permettre de bien préparer la matière. On va encore rebondir quand on entendra les discours des uns des autres au niveau du Kwilu. On va entendre ce qui se passe là-bas et puis je vous apprendrai pour nous donner un peu à votre réaction par rapport à ce qui sera dit en cours, n'est-ce pas, de ces occasions-là qui auront lieu au niveau du Grand Bandundu dans la province de Kwilu. Je vous remercie. Ok. Les amis, là, c'était Jacques Matanda Mamboyo, un combattant avec qui nous avons plus de rendez-vous quotidien, n'est-ce pas, pour vous parler de l'information. Il a rebondi sur un sujet très important, la conférence de gouverneurs dans les Grands Bandundu, ça va lier à Kwilu. C'est très important que les Congolais puissent commencer dorénavant à connaître les Congos profonds. Au revoir les amis et à la prochaine. La guerre
guerre doit finir, la balance doit pencher. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord, on ne pliera plus. justice ensuite, le prix sera